nous avons ouvert ce café associatif, un lieu qui fait la lumière dans les quartiers de Planoise. Je pense qu'il ne faut pas chercher chez l'autre les changements. On vient tous des pays différents, on a vécu des choses, on était éduqués différemment. Je suis partie aussi de mes difficultés, comment apprendre la langue, où trouver des personnes semblables à moi. Je n'ai pas de métier, je n'ai pas de papier. Est-ce que je déprime ou est-ce que je me bats? Tania Nikolov, bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous vivez à Besançon depuis 10 ans. Vous êtes la directrice de l'association Miroir du Monde, implantée dans le quartier Planoise. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de votre engagement associatif et des combats que vous menez, mais aussi de votre parcours pour en arriver jusqu'ici. Vous êtes né en 1972 en Macédoine, ancienne république d'ex-Yougoslavie. En 2002, vous décidez de quitter votre pays. À cette époque, une guerre pousse de nombreuses personnes à l'exil. Vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette période? Bonjour à vous, merci d'être venu. Donc c'est vrai que je dois partir un petit peu en arrière. Ça fait plus de 20 ans que je vis en France. En effet, je viens de Macédoine, d'un petit pays qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie. Donc je suis venue en France suite à un conflit dans mon pays. Je suis née là-bas, j'ai travaillé là-bas. J'ai eu aussi ma vie familiale, 2 enfants qui sont nés dans ces pays. Et suite au conflit, on a décidé de tout quitter et de venir en France. Comment était la situation? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du conflit? Alors, sans rentrer dans les détails, mais pour que les gens comprennent ce qui se passait là-bas, à ce moment-là. Souvent, quand on parle des conflits, c'est des grands conflits, des guerres que la plupart des personnes connaissent et pour eux, c'est marquant dans l'histoire et quand on explique, quand ils nous identifient d'où on vient. Par contre, quand on dit qu'il y avait un conflit, c'est peut-être pas assez justifiable. Pourquoi on a quitté le pays, pourquoi on a décidé de fuir, de venir dans un autre pays. Mais finalement, quand on subit des conséquences, quand on est vraiment le témoin d'une vie qui s'écroule, notamment la maison où je suis née, elle était brûlée. Donc tout est disparu, toutes les choses matérielles en une seule journée, en quelques heures, on a tout perdu. Et là, on comprend que les choses matérielles, on les a, on peut les perdre. Et finalement, c'est peut-être nous-mêmes, comment on peut se sauver, comment protéger les proches, notamment les enfants, qui sont pour rien dans l'histoire. Et c'est ça qui nous mène à partir. Les conflits, donc, dans mon pays, c'était plutôt entre les Macédoniens. Plutôt on parle des religions, donc les orthodoxes et des musulmans. Donc il y avait un conflit. Le sujet est beaucoup plus vaste, beaucoup plus... Il y a la politique aussi, pour ceux qui connaissent aussi les conflits d'ex-Yougoslavie, qui a commencé en Slovénie, ensuite en Bosnie-Herzégovine, on a beaucoup entendu parler de ce conflit, de cette guerre, et ensuite Kosovo également, la Serbie, et puis beaucoup plus tard, donc en 2002, la Macédoine. En 2001, pardon, la Macédoine. Moi, j'ai quitté la Macédoine en 2002. Vous exerciez le métier de journaliste pour la télé régionale. Vous subissiez des pressions également, d'un point de vue professionnel et politique. Oui, j'étais journaliste dans mon pays. J'ai exercé ce métier 5 ans à la télé et 3 ans à la radio locale. Oui, la pression était très forte, même avant le conflit, parce qu'il fallait absolument qu'on appartienne à une parti politique. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je n'avais pas de contrat de travail, mais justement parce que je ne voulais pas... être affilié à un parti. Tout à fait, faire partie d'une partie politique. Et donc, je voulais garder un petit peu... mon indépendance par rapport au métier déjà
et puis aussi par mes convictions personnelles et professionnelles aussi. Alors vous arrivez en France, comme on l'a dit, en 2002. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce pays? Alors est-ce que c'est un choix déjà et comment ça se passe quand vous arrivez ici? Je ne sais pas est-ce que j'ai choisi. Peut-être c'est les circonstances qui ont fait que nous sommes aujourd'hui là, mais aussi, bon, quand même, il y a une raison. Mon mari, il est né en France. Il a vécu ici avec sa famille, qui sont macédoniens, pardon. La famille est macédonienne d'origine. Ils ont vécu... ça, c'est intéressant peut-être à évoquer parce que c'est l'époque où mon beau-père est venu en France et quand il nous racontait comment ça s'est passé, son arrivée ici, en France, c'est une autre expérience que nous avons vécue et eue. C'est-à-dire que lui, il est venu, il est descendu du train à Sochaux, dans le pays de Montbéliard, et il y avait déjà des patrons qui attendaient. Ils cherchaient des ouvriers. Donc il disait, moi, je n'ai pas cherché du travail, ils m'ont trouvé, j'ai eu le travail. Le jour même, presque, il avait du travail. Et les papiers également. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Moi, pendant 4 ans, j'étais pas seulement analphabète, parce que je ne parlais pas la langue française, mais aussi, on n'a pas eu des papiers pendant 4 ans, donc c'était vraiment une bataille. Vous arrivez dans un petit village qui s'appelle Crozet-le-Grand, qui est un village de 200 habitants, donc certains pourraient dire un petit peu la Franche-Comté profonde. Vous vous souvenez du sentiment que vous avez eu, un peu de manière émotionnelle en tout cas, de ce que ça vous a fait d'arriver ici et de vous dire, bon, bah, je vais continuer ma vie ici maintenant? C'est compliqué. Aujourd'hui, je peux parler avec les sourires. Je pense que j'avais besoin du temps de pouvoir parler peut-être sereinement, en tout cas ce que je montre. Mais c'était un grand changement dans notre vie. On arrive dans un village où il n'y a que des Français, il n'y avait pas des étrangers autres que nous. Donc les enfants étaient rapidement scolarisés malgré le fait qu'on n'avait pas de papiers. Ce qui me manquait, c'est la famille, le travail, bien évidemment. Après, j'ai compris que je devais faire un deuil sur mon métier, qui était lié avec la langue, la communication et tout ce que j'avais. Tous mes atouts sont devenus mes points faibles. Et donc, je pense que ce qui m'a marqué pendant ces périodes-là, c'était à la fois ce côté humain. J'ai subi beaucoup du racisme de la part de la mairesse du village. Notre famille était particulièrement touchée par les propos inappropriés déjà à notre égard. Et d'autre part aussi, toutes les personnes qui sont nos amis encore aujourd'hui, après toutes ces années, qui nous ont aidés dans la construction aussi de notre parcours de vie. J'étais aidée pour la langue française. Il y avait un instituteur qui est instituteur de mes enfants qui s'est proposé bénévolement à m'aider pour l'apprentissage de la langue. Ensuite, des personnes qui nous proposaient aussi des choses matérielles qu'on n'avait pas. On est venu avec 2 valises. Finalement, il fallait tout, côté matériel aussi, tout construire, reconstruire. Donc, c'était vraiment un cheminement, tout cela. Et toutes ces belles personnes aussi qui ont fait un équilibre aussi dans notre grandissement aussi, je dirais comme ça, parce que on arrive, on est faible par rapport au vécu dans notre pays, comment ça s'est passé, pourquoi la guerre, pourquoi les personnes qui s'attendaient bien avant, ils sont devenus plutôt ennemis. Je parle aussi je fais la référence à la guerre, des voisins qui ne se parlent plus, qui se détestent. Il fallait aussi
prendre le recul sur nos propres sentiments, parce que si je parle de la maison qui était détruite, elle était détruite aussi par des personnes, des convictions autres, etc. Donc il fallait digérer, je me permets de dire comme ça, tout cela, et de se dire, finalement, est-ce que c'est pas lié aux personnes et leur façon de voir des choses, et pas forcément parce qu'on est macédonien, on est des Français ou on est des Albanais, mais c'est aussi lié avec une politique, aussi lié avec la folie de la guerre, les croyances, et finalement, je pense qu'il faut travailler sur soi-même beaucoup, beaucoup, pour enterrer tous ces sentiments qui sont en vous, et finalement mettre tout ça à plat et se dire, là, je me trouve dans un village perdu, j'ai pas de métier, j'ai pas de papier. Est-ce que je déprime ou est-ce que je me bats? Est-ce que j'essaye de voir déjà d'éténuer cette haine qui est peut-être en moi et finalement de me dire il faut que je choisisse un autre chemin. C'est pour ça que je pense que c'est très important de dire qu'on doit travailler d'abord sur soi-même pour après pouvoir prendre un envol et aller plus loin. Alors on va parler désormais du présent, parce que c'est aussi ce qui nous amène ici. Pouvez-vous nous expliquer dans quel endroit on se trouve ? Ici. Ici, c'est le café associatif de l'association où je travaille depuis 12 ans, voire plus. Je dis plus parce qu'au départ, c'était un groupe de femmes qui se réunissaient autour des projets collectifs, avant tout, socioculturels. Et ensuite est née l'association Miroir du Monde, Miroir des femmes reflets du monde, qui est devenu Miroir du monde. Et depuis avril 2024, nous avons ouvert ce café associatif, un lieu qui fait la lumière dans les quartiers de Planoise, en tout cas je l'espère. Alors je reviens encore une fois un petit peu dans le passé. L'année où vous créez la structure, vous remportez le premier prix régional du concours Talent des Cités, c'est bien ça ? Alors, pour faire le lien entre ce qu'on a dit juste avant et maintenant, comment on passe donc du village dans lequel vous êtes arrivé à Talent des Cités, 2013, une association, il y a quoi entre les deux ? Entre les deux, il y a souvent la personne. Il faut un lien, en fait, de ce qu'on aime. C'est un travail dans la vie, on choisit nos métiers. Moi, finalement, je me suis appuyée sur ce que je faisais dans mon pays, la communication, le travail. J'étais aussi bénévole dans des associations, déjà en Macédoine. Et là, j'ai fait un petit peu je me suis posée, je me suis dit, bon, journaliste, ça va être compliqué. Il faut connaître le contexte dans le pays dans lequel on se trouve. Il faut avoir des connaissances. Et finalement, la langue, la rédaction, etc., tout ce qui était cher à mes yeux. Et finalement, faire autrement et relier quand même les connaissances et puis ce qu'on aime. Je suis partie aussi de mes difficultés, en tout cas en tant qu'étrangère en France. J'étais confrontée à la réalité, comment apprendre la langue, où trouver des personnes semblables à moi, avec qui je peux échanger, avec qui je peux parler des mots mal, mots avec un X, mots avec un TS. C'est-à-dire que tout ça, je l'ai observé un petit peu, j'avais du temps d'observer tout cela. Et finalement, j'ai repris des études en France, déjà pour avoir un diplôme reconnu beaucoup plus tard. J'ai travaillé, j'avais une expérience professionnelle de 3 ans dans une association à Rosemont-Saint-Ferjeux. J'ai travaillé 3 ans sur le site migration à Besançon, c'était au CCAS à cette époque, au Centre communal d'action sociale, et qui m'a mis en lien avec un groupe de femmes dont je parle, les groupes qui est en fait où est née l'association. Ce sont des femmes d'origine diverse qui se réunissaient, qui discutaient. C'était un moment d'échange.
Et quand j'avais plus d'emploi, parce que c'était toujours des petits contrats, finalement, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut prendre aussi, nous, les choses? N'attendons pas que le travail soit servi, que le travail soit proposé, mais est-ce qu'on peut être aussi forte des propositions? Créer quelque chose, peut-être aussi dans les mentalités qu'on a tous, d'une manière ou autre, de se dire que l'étranger n'est pas celui qui est juste là pour demander, pour profiter, mais c'est aussi celui qui peut partager les valeurs culturelles, les connaissances, les repas, etc. Et c'est comme ça, l'association est née exactement comme ça, dans cette envie de partage et d'échange et de la valorisation culturelle. Donc l'association, c'est 250 adhérents de plus de 40 nationalités. Donc ici, vous organisez des ateliers, de la découverte culturelle. Par exemple, ce mois-ci, on découvre la Colombie. Il y a 8 salariés, c'est bien ça? C'est une association qui a grossi au fil des années. Et alors, comment ça se passe justement pour animer aussi un quartier qui est le plus gros quartier de la région, quartier planoise, et un quartier qui est souvent victime de préjugés? Comment ça se passe d'être implanté ici, place de l'Europe? Comment on fait? De travailler dans un quartier difficile, c'est déjà un terrain qu'on doit connaître. Vous savez, c'est comme, je fais juste une comparaison avec cultiver les plantes. Il faut la terre, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui peut éventuellement pousser et donner des fruits. J'ai dit ça d'une manière un petit peu poétique, mais aussi pour vraiment être dans la cohérence avec des projets, peut-être. De travailler, pas seulement de se positionner comme quelqu'un qui donne des leçons, qui vient se présenter comme la vérité pure, parce que c'est vrai que je pense ce qui marchait quand je suis arrivée ici, c'était beaucoup on va amener des intervenants extérieurs qui vont montrer des choses, etc. Et on dit qu'en France, on parle des valeurs, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ces valeurs qui sont parfois universelles? Mais est-ce que c'est les seules valeurs dans ce monde? Et finalement, de construire et de travailler autour de projets qui parlent à tous, en impliquant aussi des personnes qui sont dans les quartiers, avec toutes les richesses et faiblesses. Peut-être c'est ça qui marche encore aujourd'hui, après 12 ans de l'existence. Et puis aussi la volonté de résister. Je dirais ça comme ça. Parce que quand vous êtes une femme, comme je suis, quand vous êtes une femme qui a un accent, parfois, je peux me tromper dans ma manière de m'exprimer, mais cependant, quand on a des idées, quand on a envie de faire quelque chose, ne coupez pas l'herbe sur nos pieds, laissez ces personnes-là de pouvoir faire leur cheminement, que ce soit dans l'apprentissage de la langue, mais aussi dans ce qu'elles peuvent montrer. C'est-à-dire, dans l'association, tout modestement, on a commencé autour de la cuisine. La cuisine, c'est quelque chose qui nous réunit, des plats du monde. Ça parle à tout le monde. De parler de la santé, de parler de la culture, la présentation des pays. Ce qu'on fait aujourd'hui aussi, on poursuit au café associatif. Donc le café est rythmé par la présentation des pays du monde. Un mois, c'est un pays, vous avez dit, c'est la Colombie, ce mois-ci. Ça veut dire qu'on permet éventuellement aux personnes que nous, on ne connaît pas, mais qu'ils puissent aussi être informés par les réseaux, grâce à vous aussi, les médias, que ça existe, qu'ils peuvent venir retrouver éventuellement des compatriotes ou éventuellement nous donner aussi leur vérité, parce qu'on ne cherche pas ici aussi des présentations scientifiques, c'est un échange entre les personnes. Et je pense que ainsi, on contribue un petit peu dans la création d'un monde plus juste peut-être, mais en tout cas dans l'apaisement aussi, parce que quand on ne connaît pas, on peut avoir la peur de l'autre, mais quand on est ensemble autour d'un café, quand on se pose, on discute, c'est vrai
on change et j'espère qu'on déplace un petit peu les montagnes. Vous êtes vraiment sur la lutte contre le repli sur soi, à une époque où c'est peut-être de plus en plus difficile justement d'œuvrer dans ce genre de secteur. Vous voyez une évolution, vous avez peur aussi de ce qu'on entend de plus en plus, des propos de plus en plus violents sur les personnes qui sont en migration. Quel regard vous portez là-dessus ? Permettez-moi de revenir en arrière aussi. Quand j'habitais dans le village, quand on est venu en France, une dame, elle m'a dit « Certes, tu ne parlais pas la langue française, mais tu avais toujours un sourire et tu faisais bonjour, ne serait-ce qu'avec la tête, avec un geste. » Ça m'a marqué parce que je me suis dit c'est pas seulement les mots qu'on va employer, mais c'est aussi les actes avec lesquels on montre que on est partant pour se présenter autrement, faire autre chose, en tout cas positivement. C'est aussi notre motto, je pense, dans l'association, de nous réunir autour des objectifs qui parlent à tout le monde. Et malgré le fait que pour arriver jusqu'à là, physiquement, je parle au café, dans le quartier des Planoises, aujourd'hui, il faut traverser la place qui est envahie par les dealers, par des individus qui ne sont pas toujours bienveillants. Mais finalement, si on résiste, si on est là, si on est présent, si on marche, ne serait-ce dans le quartier, c'est pas seulement, c'est finalement de montrer ce qu'on vise, c'est pas seulement un quartier pour les étrangers, mais ce qu'on vise, c'est un quartier paisible, un quartier de la diversité et la richesse des origines, qui finalement nous montre toutes ces couleurs d'une manière bienveillante. Et notre, je dirais pas lutte, mais peut-être notre objectif, c'est d'aller dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on essaye de montrer l'exemple. Peut-être c'est pour ça que c'est pas toujours évident de travailler dans ces quartiers, ça c'est sûr. Mais chaque fois quand quelqu'un s'intéresse, et c'est pour ça qu'on accepte aussi de parler, c'est de montrer qu'on est là, que ceux qui souhaitent nous rejoindre, que ce soit des bénévoles, des personnes, aujourd'hui on propose, pas seulement aujourd'hui, depuis plusieurs années, on propose des cours de français parce que pour favoriser l'intégration des personnes d'origine étrangère, il faut aussi œuvrer dans ce sens-là, apprendre la langue, comprendre la culture de notre pays d'accueil, montrer ce qui est meilleur de nous, après les faiblesses aussi, mais de faire ensemble, d'être un fédérateur qui tire vers le haut. Parce que parfois, ce qui me fait chaud au cœur, quand j'entends des bénévoles aujourd'hui qui disent « si vous n'étiez pas là, on sera chez nous, tout seul ». Et si vous n'étiez pas là aussi, de parler d'une certaine chose, d'une thématique, d'actualité aussi, mais finalement, on sera dans nos pensées, nos préjugés, et on ne va pas voir les choses comme vous les dites aujourd'hui. Est-ce que c'est plus facile d'être directrice d'une association avec ces objectifs-là quand on est nous-mêmes originaires d'un autre pays ? Est-ce que c'est une force, au final, le fait que vous soyez originaire de Macédoine ? Ça peut être une force, ça peut être une faiblesse aussi. Peut-être une force, souvent j'entends Tania, tu es légitime de parler devant les personnes d'origine étrangère. Bon, c'est mon histoire personnelle. Après, pourquoi la faiblesse aussi? Parce qu'il faut vraiment prouver. Je sais que j'avais du mal de trouver du travail. Malgré mes diplômes, mon métier, bon, tout ce que j'ai vécu et j'ai fait aussi, j'ai repris des études en France pour avoir un diplôme reconnu ici, dans le pays. C'était un cheminement long et finalement, oui, c'est pas évident, c'est plutôt cette reconnaissance qui n'est pas au rendez-vous. Parfois, ça peut vous mettre en rage. Parfois, je parle de mes débuts, quand j'ai commencé
ma carrière professionnelle ici. Et finalement, aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on est à l'écoute quand même. Mais on est toujours en vigilance. Jamais tranquille, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que l'harmonie entre les peuples en France puisse être favorisée? Je ne sais pas, est-ce que je suis légitime de répondre à cette question. Je ne sais pas, je pense qu'il ne faut pas chercher chez l'autre les changements. Il faut d'abord, et ce que j'ai fait moi-même, de chercher des changements chez soi-même, de dépasser un petit peu ce qui est ancré en nous. On vient tous de pays différents, on a vécu des choses, on était éduqués différemment. Et c'est vrai qu'il faut laisser en nous-mêmes assez de place pour pouvoir apprendre tous les jours et davantage. Et permettre aussi que tous ces savoirs et les vérités différents, qu'ils puissent aussi nous habiter, qu'on se pose de bonnes questions, et puis que les changements soient nous déjà. Et puis après, qu'on puisse avoir l'ouverture, éventuellement, d'échanger avec les autres. On est souvent dans les jugements, en fait. Et c'est ça, je pense, on va catégoriser plutôt. On va dire le pays, tel pays, j'ose même pas les citer, d'autres pays, à Planoise, etc. Mais si on a cette ouverture un petit peu, parce que la problématique dont on parle dans les quartiers tels que Planoise aujourd'hui, c'est une problématique, un fléau. Je parle pour aussi la délinquance, la drogue. Tout ça, c'est aussi des fléaux nationaux, plutôt mondiaux, je dirais. Nationaux, ah, oui. Bien sûr. Et finalement, aussi les phénomènes de pays en guerre, on est pour qui, on est contre qui, etc. Et finalement, souvent, ce que je dis au sein de l'association, c'est de quoi on rêve. Quels sont nos rêves à nous tous? De bien dormir, de bien manger, de pouvoir avoir un peu de moyens pour aussi se faire plaisir. Et finalement, je trouve que ce soit d'origine macédonienne, française, algérienne ou je ne sais pas, d'autres origines, finalement, on a tous les mêmes rêves qui ne sont pas si différents. Et finalement, c'est juste à respecter l'autre, être à l'écoute et puis se respecter aussi soi-même. Et finalement, moi, ma philosophie, c'est aussi de ne pas oublier d'où on vient, mais de ne pas oublier aussi que si on est venu ici, en France notamment, il faut aussi s'adapter et respecter, pas les règles, mais aussi la vie telle qu'elle est, ici, le travail tel qu'il est, les règles qui sont autour. Est-ce que vous êtes heureuse de nos jours, parce que vous avez un parcours de vie qui est quand même difficile. J'imagine que ça a été, comme vous l'avez dit, nourri de beaucoup de souffrances. Comment vous vous sentez maintenant avec le recul et avec l'accomplissement professionnel, en tout cas, que vous avez touché du doigt ici? Quel regard vous portez sur votre parcours, vous? Moi, je suis dans la modestie, en tout cas, je pense. Aussi, ce qui me manque aujourd'hui, je parle de ça un petit peu avant de répondre concrètement, c'est quand j'ai commencé, quand on a créé l'association, j'avais beaucoup de temps de parler avec les personnes, on les appelle aujourd'hui bénévoles, qui sont toujours là après toutes ces années. Aujourd'hui, ils me disent « Tania, tu n'as plus de temps pour nous ». Et c'est vrai que ça me manque, parce que c'est ma force personnelle, elle est là, en fait. Dans ces personnes qui sont restées fidèles, parce que je me suis dit, si on a fait des faux pas, oui, on s'est trompé quelque part dans certaines choses, dans nos propositions, etc. Mais cependant, ça veut dire que si on est resté dans cette ligne droite, comme je l'ai expliqué, dans nos convictions personnelles, mais aussi par rapport à l'association, finalement, les personnes qui marchent sur cette route avec nous, finalement, ils nous suivent parce que il y a peut-être quelque chose qui est fort dans tout ça. Et aujourd'hui, je me sens responsable, redevable aussi, parce qu'à ce pays, aux bénévoles aussi. Mais je sais aussi que j'ai donné. Ça, je n'oublie pas. Et je donne, parce que quand on est dans une association,
On sait d'où on vient et d'où on parle aussi. On parle d'une structure qu'on structure au fil des années. Moi, j'étais bénévole au départ. Je suis devenue animatrice, coordinatrice, directrice aujourd'hui. Et je suis toujours Tania, je suis toujours moi-même. Et sauf avec beaucoup plus de choses à faire et à gérer. Et finalement, tout ça, c'est une bataille. Comment vous voyez la suite pour l'association? Est-ce que vous arrivez à imaginer ce qu'elle pourrait être dans 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas. L'association, je pense que la société fera que les associations vont changer. Aujourd'hui, on appelle tout l'association. Je fais exprès de mettre en singulier. L'association, ça veut dire et on est perdu, vite perdu, comme les animateurs. C'est quoi un animateur? L'association qui est une association de 2 voire 3 personnes, on est assez pour former une association, ça vous le savez. Ça veut dire qu'on est des bénévoles et on s'est réunis autour des objectifs communs, tandis qu'une association qui grandit, qui connaît aujourd'hui, qui a 8 salariés, vous avez dit, chez nous, mais ici, il y a des associations en France qui ont 500 salariés et on appelle ça une association. Ça veut dire qu'il y aura peut-être, je pense, quelque chose qui va changer à ce niveau-là, de faire une différence dans le vocabulaire et aussi dans notre façon de travailler, de faire aussi, parce que on commence petit, on a assez un bénévole trésorier, etc. Et puis les besoins grandissent. Il faut qu'on... Mais vous savez, c'est comme un enfant qui grandit, qui change et qui a des bobos parce qu'il grandit très vite. Ça, c'est nous, un petit peu. Ça veut dire qu'il faut s'adapter et dans cette adaptation, il y a des périodes qui ne sont pas toujours faciles. Donc le café est là. J'espère que quelqu'un continuera. On a des jeunes aujourd'hui qui sont aussi là pour nous épauler, ou nous on les épaule, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, j'espère que ces jeunes seront aussi notre futur, qu'ils puissent continuer à leur manière, bien évidemment, ce qu'on a commencé, et qu'on sera tous ensemble, parce que l'association, on n'a pas dit peut-être, c'est aussi une association qui réunit des personnes de diverses origines, mais aussi d'âges différents. Et j'espère qu'il y aura ceux qui vont suivre, ce que nous avons commencé très modestement. Merci beaucoup, Tania. Merci à vous, Sarah.